Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission On je dis tout. Les étudiants de l'Académie ESJ Lille sont toujours en vacances. On est en plein mois de juillet à l'heure où on tourne cette émission et il fait d'ailleurs très chaud. C'est en lien avec notre sujet du jour. Le sujet, c'est la végétalisation des établissements scolaires. En effet, depuis le début de cet été 2022, les épisodes caniculaires sont nombreux et représentent la principale préoccupation des Français, voire même des hommes, des femmes de l'hémisphère nord de manière plus générale. En effet, même si les impacts du réchauffement climatique se matérialisent en continu, les hommes, les femmes se préoccupent plus du réchauffement climatique lorsque la chaleur se fait ressentir dans les écoles, les collèges, les lycées. Depuis quelque temps, les examens sont adaptés lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. On l'a vu dernièrement avec le brevet. Et dans ces mêmes établissements, des professeurs portent des projets de végétalisation. Notre invité est l'un des leurs. Christophe Caillot enseigne en Côte d'Or, près de Dijon, et a dû mettre une croix sur son projet de végétalisation dans un lycée. Christophe Caillot, bonjour. Bonjour Nathéo. Merci beaucoup Christophe Caillot d'avoir accepté notre invitation. On va revenir ensemble sur votre projet. Mais avant cela, je vais me tourner vers la membre de l'équipe On je dis tout qui nous accompagne aujourd'hui. Charlotte Chauvel, bonjour. Bonjour Nathéo, comment tu vas? Ça va, la forme, on est d'attaque pour tourner ces émissions en pleine période estivale. Alors Charlotte, je vais directement me tourner vers toi avant d'aborder le projet de notre invité. Est-ce que tu peux d'abord nous rappeler l'importance de la végétalisation des espaces urbains pour lutter contre la chaleur et contre le réchauffement climatique? Alors oui, effectivement Nathéo, donc les milieux urbains actuels mis sur la dépollution par les plantes qui vont tout simplement absorber une partie du dioxyde de carbone d'un lieu et le refroidir activement par évapotranspiration. Donc ça, c'est de la SVT, c'est du niveau collège. Donc les scientifiques parlent d'ailleurs de 6 à 11 mètres d'impact rafraîchissant autour d'un arbre planté en ville. Thermomètre en main, il serait donc possible de réduire la température moyenne d'un lieu de n'importe quelle ville d'environ 2 degrés Celsius en plantant un arbre tous les 22 mètres carrés, selon l'Université de Caroline du Nord. Alors pourquoi parler spécifiquement des villes? Selon une étude menée par Météo France en 2007, les villes sont en moyenne plus chaudes de 4 degrés en hiver et 5 degrés en été que le reste du territoire, notamment à cause du phénomène d'îlots de chaleur dû à une forte concentration de bâtiments et de pollution dans les villes. Ce phénomène s'intensifie d'ailleurs depuis les années 80 pour atteindre parfois 10 degrés de différence entre un espace urbain et un autre rural situé à moins de 50 km l'un de l'autre. Et ça, c'est de l'expertise. Merci Charlotte pour avoir Pas de souci. étudié tous ces phénomènes. Christophe Caillot, on l'a dit, vous êtes professeur d'histoire-géographie à l'Université de Bourgogne, mais aussi au lycée Jean-Marc Boivin de Chevigny-Saint-Sauveur, près de Dijon. Il y a 2 ans, vous décidez de lancer un projet de végétalisation, de planter des arbres dans le lycée, mais ça coince. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce projet? Quel projet et pourquoi? Alors, j'ai pas eu le temps de le dire, mais déjà merci pour l'invitation. Alors, ce projet, en effet, devait avoir lieu dans l'enceinte de l'établissement, dans le lycée, et il consistait en la plantation d'une centaine d'arbres, donc dans un espace dans l'établissement qui se situe à proximité d'une piste d'athlétisme. C'est un espace qui est enherbé pour le moment, et on a pensé avec des collègues et d'autres personnes dont je parlerai par la suite, qui serait bon de planter des arbres à cet endroit. Alors, l'idée, c'était pas de les planter nous-mêmes, les enseignants, mais de faire planter ces arbres par les élèves. Alors, ça pouvait être une classe de seconde choisie en particulier ou des éco-délégués. Sur ça, il y avait une certaine attitude. Et cette plantation devait se faire avec une association qui s'appelle Forestiers du Monde, une association qui est agréée au niveau académique et qui œuvre depuis de nombreuses années à différents niveaux, mais notamment dans les écoles, pour ce type de plantation, avec les arguments qu'a très bien avancé Charlotte. Donc c'était un projet assez simple, hein, finalement. En plus, ce sont des petits plants, donc des plants d'arbres qui font entre 50 cm et 1 mètre, avec un trou qui est rapidement creusé, qu'on peut le faire par des élèves. Il suffit d'une bêche, il suffit d'un peu de paille, donc de les pailler, de les tutorer. Donc, c'est une plantation d'une centaine d'arbres avec une trentaine d'élèves. C'est quelque chose qui peut se faire en 2 heures.
Voilà. Et ça a de nombreuses vertus sur lesquelles on pourra revenir, parce que voilà, vous m'avez demandé pourquoi on faisait ça. Je peux le dire rapidement, mais peut-être que dans les suites de l'échange, je pourrai approfondir les motivations. Non, je vous en prie, allez-y. Justement, pourquoi ce projet? Qu'est-ce qui vous a motivé avant qu'on revienne effectivement sur les réponses qui, depuis, vous ont été données? Alors, en dehors des considérations qui ont été avancées une fois de plus par Charlotte sur la dimension îlot de chaleur, sur la biodiversité, qui sont évidemment essentielles, il y a l'idée de s'adresser à des élèves. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le développement durable, le changement climatique, mieux encore le dérèglement climatique, puis la menace sur la biodiversité, ça fait partie des thèmes que nous devons enseigner, aussi bien parce que les programmes nous incitent à le faire, que parce que il s'agit d'enjeux planétaires décisifs pour l'avenir de l'humanité, on peut le dire. Ça paraît un peu grandiloquent, mais on en est quand même là. Donc l'idée, c'était de s'adresser à ces élèves, parce que quand on aborde de tels sujets avec nos élèves, pour simplifier, on a en gros 3 réactions d'élèves. On a une partie des élèves qui restent en retrait, qui semblent peu intéressés, peut-être un peu hostiles même à ces considérations, en disant c'est pas très important. On a à l'inverse des élèves qui perçoivent la gravité de la situation et sont dans des formes de préoccupation extrême, d'angoisse même, on peut dire. Et puis entre les deux, on a aussi une partie des élèves qui ont envie quand même de tenter des choses. Donc voilà, moi en tant qu'enseignant, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec mes élèves quand je leur enseigne le dérèglement climatique? Je veux pas créer de l'angoisse, je veux pas créer du cynisme, mais je veux pas non plus des élèves qui ignorent l'importance de ces enjeux. L'idée, c'est de réussir à transmettre à la fois une forme de lucidité sur l'état du monde, mais aussi une forme de combativité. Alors, on peut être lucide tout en étant combatif. Et c'est vers ça que s'oriente ce projet. Je ne vais pas mentir aux élèves et leur dire qu'on va sauver le monde en plantant 100 arbres. En revanche, on les met littéralement en situation, en action, en fait, face à ce défi climatique, face à cet enjeu climatique. On leur montre qu'il est possible d'agir à son échelle et qu'il est possible aussi de bousculer, espérons-le, les décideurs politiques à tous les niveaux, parce que c'est les décideurs politiques qui sont essentiels pour réussir ces projets. Et donc, c'était ça une de mes idées, et c'est notamment pour ça que je suis invité aujourd'hui, parce que moi, je songeais à ça. Souvent, nos élèves me disent « Oh, de toute façon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça nous dépasse. Et puis, ceux qui ont l'argent et ceux qui ont le pouvoir, ils veulent rien entendre. » Et on doit lutter contre ça en tant qu'enseignant, parce qu'une fois de plus, on ne peut pas créer du cynisme et de la paralysie. Donc l'idée, voilà, c'est de leur montrer à ces élèves, en tout cas c'était une de mes intentions, de leur montrer qu'on peut bousculer ceux qui ont le pouvoir autour de nous. Alors, vous parliez des décideurs politiques, justement, depuis, quelles réponses vous sont données? Alors, c'est là qu'il y a eu un petit problème, on a fait une série de problèmes. Alors, les blocages, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu à l'échelle de l'établissement, où on m'a par exemple expliqué que, alors très sérieusement, quelqu'un que je ne vais pas nommer, mais qui avait une certaine autorité dans mon établissement auparavant, m'a un peu soutenu dans le projet au départ, et puis a fini par me dire, mais il y a un problème quand même, Monsieur Caillot, avec votre projet d'arbre, c'est que les arbres, ils vont pousser quand même. Alors là, j'étais un peu étonné, je disais, oui, enfin, j'espère qu'ils pousseront ces arbres. Et du coup, s'ils poussent ces arbres, les élèves, ils vont se cacher dans les arbres, en fait. Voilà ce qu'on m'a répondu. Et du coup, c'était un problème, un argument pour ne plus me soutenir et arrêter. Ça, c'est au niveau local, donc pas trop politique, on va dire plutôt administratif. Ensuite, on est dans un établissement, un lycée, et donc la collectivité territoriale de rattachement est le conseil régional. Et pour planter une cinquantaine ou une centaine d'arbres, il faut l'aval, l'autorisation du conseil régional. Alors justement, je vous coupe, ce nombre d'arbres qui était dans le projet, vous avez dit une cinquantaine, vous avez dit une centaine, quel est le nombre d'arbres qui était prévu, en tout cas que vous souhaitiez planter? Alors, quand on monte un projet, il faut être le plus précis possible et on essayait d'être ambitieux avec l'association Forestiers du Monde et on était parti sur une centaine d'arbres. Alors, une fois de plus, ce sont des arbres qui déjà sont plantés tout petits, ils ne vont pas tous survivre, ça fait partie du plan, on sait très bien qu'une partie de ces arbres va disparaître. Et puis, ce sont des arbres de différentes tailles, avec des ramures plus ou moins importantes, ça va
de l'arbuste qui ne dépassera pas 1,50 m, un arbre qui peut atteindre 5 ou 6 mètres. Donc il y a une grande diversité aussi qui était prévue dans ce projet. Et donc on pouvait négocier ensuite, hein, c'était écrit en toutes lettres dans notre projet. On partait sur l'idée d'une centaine d'arbres, mais il est évident qu'après, c'est avec un ensemble d'allers-retours, on espérait des gens qui viendraient sur place, on pourrait décider voilà, de réduire les arbres, y compris de moitié. Hein, c'est pas, on n'était pas attaché à un chiffre en particulier. L'idée, c'était quand même voilà, qu'il y ait une plantation qui soit vraiment visible et qui ne soit pas juste un ou deux arbres, mais qu'on ait plusieurs dizaines d'arbres. Alors, vous étiez en train de l'expliquer, derrière, c'est avec le conseil régional que ça a bloqué? Voilà, alors ça, le problème pour vous en parler, c'est que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, puisqu'on est dans une forme de non-réponse. Alors, pendant un an, il n'y a quasiment eu aucune réponse. Voilà. C'est-à-dire que même les mails qui étaient envoyés par la direction de mon établissement ne recevaient pas de réponse. À force d'insistance, on a fini par avoir des réponses qui a été une réponse laconique, qui disait non, ce projet est irréalisable. Merci. Donc on a quand même un petit peu insisté, il y a eu un changement de direction dans mon établissement, donc le soutien est beaucoup plus net au niveau local. Et voilà, ça fait maintenant un an à nouveau, hein, puisque le projet a bien 2 ans, mais un an de nouvelle direction dans mon établissement avec un soutien très net de mon proviseur qui aboutit à une série de refus de la part du conseil régional qui refuse même de venir dans l'établissement pour se rendre compte des choses. Puisque avec mon chef d'établissement, on a insisté en leur disant mais venez voir. Alors le problème, voilà, pour donner un peu les arguments du refus, on va dire, puisque quand même il faut être un minimum objectif, c'est que ces arbres ils sont plantés à proximité d'une piste d'athlétisme. Et donc une des craintes du conseil régional, c'est que les racines à terme ne soulèvent en fait la piste d'athlétisme et que des feuilles tombent sur la piste. Alors ça, une fois de plus, ça avait été anticipé par l'association Forestiers du Monde, parce que les gens qui font partie de cette association sont des professionnels. Ils plantent des arbres depuis des dizaines et des dizaines d'années. Hein. C'est des gens qui travaillent à l'ONF, par exemple, et qui sont très au courant du système racinaire d'un arbre, des problèmes de feuilles, etc. La preuve, c'est qu'ils mènent ce genre de projet, ils sont réussis dans le reste de l'agglomération et dans la même ville, hein, la ville de Chevy-Saint-Sauveur et dans le Grand Dijon. Plusieurs projets ont été acceptés et menés à terme dans des écoles municipales. Alors, Charlotte, tu as contacté de ton côté le proviseur actuel du lycée Jean-Marc Boivin de Chevigny-Saint-Sauveur. Quelle a été sa réponse? Alors, en effet, donc, comme l'a dit Christophe, très justement, il s'est dit un peu choqué de la non-réponse du conseil régional, car après maintes et maintes relances, comme il l'a dit, il n'est jamais arrivé sur place pour en discuter. Donc effectivement, ce que m'a communiqué le proviseur du lycée sont exactement les mêmes arguments qui viennent d'être avancés par Monsieur Cailleux, c'est-à-dire l'établissement qui pourrait être, enfin la piste d'athlétisme qui pourrait être endommagée par les racines. Donc votre chef d'établissement, Monsieur Cailleux, a parlé de cependant un vrai projet éducatif qui ne semble pas être bien reçu par tous. Pourtant, officiellement, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté se veut un grand lutteur du dérèglement climatique, notamment en mettant en place une stratégie régionale pour la biodiversité. Donc ça, c'est dans les termes. Donc le but de cette SRB, comme ils le disent, c'est de permettre à tous et à toutes de lutter contre le réchauffement climatique en agissant en faveur de la biodiversité. Donc ce projet, il est défini dans l'article L110-3 du Code de l'environnement, mais comme on le voit avec votre cas, il n'est pas toujours bien mis en œuvre. Donc pensez-vous, Christophe, que les instances supérieures ne sont pas prêtes à faire des concessions pour l'écologie? Donc à vous la parole. Alors, je vais essayer d'avoir une réponse nuancée, évidemment, sur ça. Alors, c'est très complexe, une organisation, une institution comme le conseil régional. On rencontre à la fois des gens qui sont des élus, mais aussi de l'administration qui est là. Et c'est des gens qui essayent de travailler entre eux, qui n'y arrivent pas toujours. Donc, la préoccupation
je pense qu'elle existe quand même, en tout cas chez une grande partie de nos concitoyens, concitoyennes, les élus. Le problème, c'est de réussir à transformer cette préoccupation en une capacité à agir de manière importante, immédiate, à la hauteur de la gravité du dérèglement climatique. Et moi, j'analyse ça, alors je peux me tromper, hein, si on avait la contradiction du conseil régional, s'ils étaient au moins vus dans l'établissement, ça aurait pu être intéressant de mener un vrai débat, y compris dans les élèves d'ailleurs. Moi, je l'analyse comme un ensemble d'habitudes. En fait, ils ont pris des habitudes très différentes de celles d'autres, par exemple de certaines mairies qui acceptent ce genre de projet. Le conseil régional est marqué par une forme d'inertie. Voilà. Et là, ils sont face à des propositions qu'ils n'ont pas eues auparavant. Au niveau régional, ça n'a jamais été proposé, en tout cas au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et ils sont un peu désemparés. Et ça entre en contradiction, hein, Charlotte, je suis d'accord avec vous, avec des discours, finalement, des discours, et puis voilà, même des prix qui sont donnés par le conseil régional pour une aide à des projets écologiques. Et d'un autre côté, voilà, la réalité du terrain est celle-ci. Donc je pense que voilà, je garde un certain optimisme de la volonté. Il faut continuer à bousculer ces gens, parce que ce sont nos représentants, ce sont des élus, ils doivent nous rendre des comptes. Donc on va continuer à lutter avec mon chef d'établissement, avec les collègues, avec les élèves, pour que ce projet aboutisse. Alors justement, ça allait être ma question. Vous dites que vous allez continuer de lutter. Concrètement, vous n'allez pas abandonner l'idée de la réalisation de ce projet? Ah non, non, surtout pas. Non, non, c'est reparti. Hein. On va trouver un autre moyen. On va essayer de trouver, de débloquer la situation. En fait, voilà, il y a un interlocuteur en particulier au conseil régional qui a l'air de bloquer vraiment les choses. Mais voilà, on va trouver à l'intérieur même du conseil régional d'autres portes d'entrée, on va dire, pour faire bouger ça. Mais enfin, ça a l'air d'être un problème personnel, donc je vais enlever le jeu. Mais nous voulons, parce que c'est un nous collectif, faire évoluer cette situation, parce que ce projet, il a vraiment du sens. Charlotte le rappelle, c'est un projet éducatif. Voilà, il y a cette dimension civique, cette dimension de lutter contre des formes de sentiments d'impuissance, ces élèves qui sont désemparés, qui sont cyniques, voilà, qui sont paralysés face à une situation qui est immense. Hein, vraiment, enfin, il suffit de parler avec nos élèves. Je vous ai dit, il y a des profils très différents. Mais j'ai quand même l'impression que le sentiment qui domine et qui domine de plus en plus, c'est celui d'une inquiétude impuissante. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quoi? Donc, une fois de plus, c'est très difficile. Hein. Il faut tenir des bouts, des contradictions, ne pas mentir aux élèves, ne pas leur faire croire que simplement en faisant un petit geste local, on va changer globalement la situation, mais leur offrir une porte d'entrée vers l'action locale, puis à d'autres échelles. Alors, je tiens à préciser pour ceux qui nous regardent et nous écoutent que le conseil régional n'a pas refusé nos demandes de réponse, mais que les délais donnés pour nous recevoir par téléphone ou même pour nous écrire par mail étaient trop longs pour qu'on puisse intégrer leurs réponses à cette émission. Donc, restez bien attentifs sur nos réseaux sociaux, nos pages Facebook, Instagram, parce que si une réponse vient à arriver, bien sûr que nous allons la transmettre et la diffuser. Alors, On Je Dit Tout ne s'en tient pas à un seul cas. Christophe Caillot, vous parliez tout à l'heure d'un problème personnel. On Je Dit Tout a consulté différents professeurs sur le territoire français par un appel lancé sur les réseaux sociaux. Plusieurs professeurs qui sont à l'origine d'initiatives du même genre. Charlotte, que disent ces différents témoignages? Il me semble qu'on a un petit peu tous les différents types de situations qu'on peut trouver. Alors oui, effectivement, Nathéo, donc en contactant d'autres professeurs à l'origine d'initiative, on a un peu tous les cas de figure. Donc le premier qu'on a retenu, c'est celui de Lucie Jallet, une professeure de SVT au lycée Pierre Bourdon à Guéret dans la Creuse. Donc Madame Jallet a lancé un atelier développement durable en 2015 avec la création d'éco-lycéens, qui sont au nombre de 100 aujourd'hui dans son lycée. Entre-temps, le ministère a créé les éco-délégués, une décision que Madame Jallet qualifie de plus symbolique qu'utile, soit à la limite de l'hypocrisie.
Selon le site du ministère de l'Éducation qu'on a consulté avant, la mission des co-délégués est d'apporter leur engagement et leur connaissance à leurs classes et lycées en faveur du développement durable. Une fonction donc rarement appliquée dans les établissements, surtout en vue de la complexité de mise en œuvre d'aménagements pour la biodiversité. La longueur des négociations se mêle souvent au manque d'engagement et de budget du conseil régional. Dans le cas de Pierre Bourdon, qui se réclame donc d'écolycée, l'appellation n'est pas reconnue par le conseil régional qui ne veut pas mélanger l'éducation à des associations écologiques comme il l'appelle. Pour résumer, donc le manque de soutien de l'agent territorial floute le manque d'initiative du lycée, aussi petite soit-elle, comme par exemple l'installation d'un distributeur de protection périodique ou le nourrissage de simples poules. Donc l'agent veut soutenir, mais pas s'engager activement auprès du lycée. Ensuite, on a le cas d'Aurélie Meyer, une professeure dans un collège de Mulhouse qui a mis en place un simple jardin pédagogique avec l'accord du chef d'établissement et du gestionnaire. Le jardin est vu d'un mauvais œil par la hiérarchie à cause des mauvaises herbes qu'il engendre. Donc s'ensuit une lutte contre la destruction du jardin qui représente une ressource éducative pour les collégiens et citadins, un point bien appuyé par Madame Meyer. Le Lopamter se calque donc entre deux bâtiments et a une grande difficulté à se mettre en place. Voilà, Nathéo. Merci Charlotte pour ces différents témoignages. Christophe Caillot, j'imagine que vous vous retrouvez dans certains de ces témoignages, notamment celui de Lucie Jallet. Qu'est-ce qu'il vous inspire? De l'espoir ou au contraire un peu de tristesse et de désarroi? Alors, je vais répondre les deux, voilà, comme ça c'est facile. Bien sûr, la tristesse, hein, le constat lucide, une fois de plus, c'est une forme de pessimisme de la raison. Quand on voit à la fois l'immensité des problèmes et la lenteur, les résistances qui peuvent exister à différents niveaux, voilà, ces histoires de mauvaises herbes, etc., d'arbres d'élèves qui vont se cacher dans les arbres, ou d'oiseaux qui font du bruit. Enfin, voilà, j'en ai entendu des tas de choses comme ça. Tout ça paraît triste, ouais, et pourrait être désespérant. Mais, bon, je me répète, mais c'est mon credo. Il est possible d'être à la fois pessimiste par la raison, mais optimiste par la volonté. Donc, ce que ça m'inspire aussi, c'est que je me dis qu'on a le devoir de continuer à agir. Nous sommes des adultes ici tous les trois, et puis voilà, je suis enseignant, donc il y a une dimension très très importante dans ce métier de transmission, de savoir, de compétences, mais aussi il faut donner de l'espoir, de la combativité, de l'envie de construire un autre monde aux élèves. Donc ça me donne toujours cette envie-là quand j'entends même des choses qui peuvent paraître négatives. Oui, des combats d'ailleurs que On Je Dit Tout veut montrer, veut rendre visibles, des initiatives écologiques et sociales, qu'elles viennent des instances ou au contraire des particuliers. C'est le but de notre média. Christophe Caillot, le petit mot de la fin, comme je l'ai demandé depuis la première émission d'On Je Dit Tout, qualifier quelque chose en un seul mot, une question plutôt compliquée. Si je vous demande de qualifier ces initiatives de professeurs en un seul petit mot, est-ce que, comme ça, vous en avez un qui vous vient en tête? C'est très difficile comme question. Et pourtant, j'ai regardé vos émissions. J'aurais dû réfléchir à cette histoire, trouver juste un mot. Je vais me répéter, combative. Combative, très bien. Merci Christophe Caillot d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation et pour cette émission de qualité. Et bien sûr, en fonction de l'évolution de votre projet, comme pour les initiatives de nos autres invités, nous rendrons l'évolution de celle-ci visible sur nos réseaux sociaux. Charlotte, merci beaucoup. C'était ta première émission. Ceux qui nous regardent pourront certainement te retrouver bientôt en studio, puisque malheureusement, nos vacances tournent et plutôt vite. Merci Charlotte. Merci à toi, Nathéo. Merci pour cette émission. Mais pas de souci, merci surtout à ceux qui nous regardent. Comme d'habitude, soyez bien sûr actifs sur nos pages. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission d'On Je Dit Tout.